Bonsoir. Voici votre bulletin de nouvelles hebdomadaire Info CJSR du 3 avril 2025. En manchette cette semaine, Portneuf Ensemble tient sa rencontre annuelle, une entrevue avec la directrice Mélanie Roy. Sainte-Christine aura sa tour de cellulaire. Entrevue avec Viviane Bauge, qui a écrit un livre inspiré et illustré par des enfants handicapés. Et un reportage sur les préparatifs d'un match d'impro original. Bonne émission. Ici, on se crée des souvenirs au fil des saisons et on vit au rythme de nos passions. Ici, quand l'aventure nous appelle, on répond. Ici, à Saint-Raymond, ma destination pour un séjour plein air réussi. Bonsoir. Contrairement à la semaine dernière, il ne sera pas question de politique fédérale aujourd'hui. Mais la semaine prochaine, je rencontre deux candidats, Joanne Kefelec du Parti vert et Antonin Leroux du Parti libéral du Canada. Si vous vous demandez ce que c'est qu'être une femme en politique, il y a une soirée d'échange sur le sujet la semaine prochaine à Deschambault. Vous pourrez discuter avec trois politiciennes de la région, Danielle Ouellette, mairesse de Rivière-à-Pierre, Marianne Lavallée, conseillère à Deschambault-Grondines, et Lise Baillargeon, mairesse de Saint-Casimir. C'est jeudi de la semaine prochaine, le 10 avril, à 19 h, au vieux presbytère de Deschambault. En passant, nous vous préparons une série de reportages sur les maires et mairesses de la région, sur les défis qu'ils doivent relever. Avec mon partenaire Charles Laviolette, nous avons interviewé 16 des 18 maires et mairesses de la région. La diffusion est prévue pour cet automne. L'organisme Le Halo fête son 40e anniversaire cette année. Pour l'occasion, il vous invite à un spectacle musical. Ça s'appelle La Tournée du Bonheur. C'est le 13 avril à 13 h à la salle Luc Plamondon, au 320 rue de l'Église à Donnacona. Il y aura de la danse. On vous en reparlera la semaine prochaine parce que la directrice du Halo, Isabelle Moffett, sera avec nous en entrevue. Je vous rappelle que la mission du Halo est de briser l'isolement des gens et favoriser leur maintien à domicile. Parlons maintenant de Portneuf Ensemble, qui tient sa 6e rencontre annuelle le 1er mai, de 8h30 à 13h à la salle des générations de Cap-Santé. J'ai rencontré cette semaine sa coordonnatrice, Mélanie Roy. Portneuf Ensemble a été fondé en 2020 dans le but de coordonner les initiatives communautaires de la région. Les responsables ont ciblé 6 chantiers prioritaires: l'emploi, le loisir, l'éducation, l'alimentation, le transport et le logement. C'est de ça dont il sera question le 1er mai. Tous les intéressés sont invités, mais particulièrement les gens des organismes communautaires et du monde municipal. C'est l'occasion pour les initiés et les gens qui veulent en savoir davantage sur Portneuf Ensemble de venir découvrir ce que les chantiers font. En fait, les chantiers, c'est des enjeux qui ont été soulevés par la population portneuvoise là, en 2020. Donc, ces enjeux-là sont devenus des chantiers. Donc, c'est des gens, des organismes, des institutions, même des entreprises qui sont interpellées par ces enjeux-là, qui échangent. Puis, en fait, ce qu'on veut faire, c'est lutter contre l'exclusion sociale et la pauvreté. Ça, c'est le but général. C'est le but général, là, Okay. parce qu'on est, dans le fond, Portneuf Ensemble, c'est une démarche en développement des communautés. Puis les chantiers, eux, leur rôle, c'est vraiment de faire des actions collectives. Je vous donne un exemple. Dans le chantier Loisirs Appartenance sociale, on fait des soirées jeux de société. Donc, on invite les gens dans les municipalités à se joindre là, au groupe pour venir briser l'isolement,
apprendre à connaître le milieu aussi. Donc, c'est une des actions là, qui se passe. Et quand vous dites « on fait », c'est qui? Est-ce que c'est Portneuf Ensemble ou c'est un organisme qui travaille pour Portneuf, si je peux dire? C'est les deux. Donc, des fois, c'est les membres du chantier ou le coordonnateur du chantier, ou des fois, ça peut être des organisations ou même des citoyens qui ont des idées, puis qui peuvent nous les soumettre et des fois, ça peut venir au jour. Est-ce qu'il y a beaucoup de gens qui travaillent pour Portneuf Ensemble? Comment ça fonctionne ou c'est juste vous qui coordonnez les organismes? Bien, en fait, on est 4 employés. Donc, moi, comme vous dites, là, je coordonne la démarche, mais il y a aussi 3 coordonnateurs de chantier. Donc, il y a Laurie Boisvert qui s'occupe de la réussite éducative, Yoni Détré qui s'occupe de loisirs appartenance sociale et le dernier coordonnateur qu'on vient d'embaucher, Kevin Saint-Jean, qui s'occupe du chantier Un toit pour toi qui concerne le logement. Fait que ces gens-là sont en contact avec les organismes qui traitent, par exemple, de logement ou de réussite scolaire, par exemple. C'est ça? Oui. OK. Et puis donc, le premier, vous allez faire le point là-dessus, là, sur ce qui s'est fait depuis 5 ans, c'est ça? Absolument. Donc, okay. Il va y avoir un historique de la démarche. Ensuite, les chantiers sont invités, là, ils ont une période là, pour présenter ce qu'ils ont fait, leurs bons coups, leurs enjeux, leurs défis aussi. Puis ensuite, on invite les gens qui sont présents à venir les rencontrer, à échanger. S'ils ont, par exemple, un intérêt à s'impliquer dans la démarche au niveau des chantiers ou qui ont des fois peut-être des choses qu'ils aimeraient voir réaliser, c'est le moment de le faire. OK. Et comment, je dirais, la santé de votre organisme, parce qu'on dépend toujours dans ces organismes-là de financement à gauche ou à droite et normalement d'un gouvernement, là. Et comment vous en êtes là-dedans, là? Bien, nous, on n'a pas de financement gouvernemental. Pas du tout? Pas du tout. Des fois, ça va arriver qu'on va faire des demandes de dons, de commandites, mais c'est très, je peux dire, de mémoire, là, il n'y a pas de... On a très, très peu de financement gouvernemental. C'est une fondation privée, la Fondation Lucie et André Chagnon, qui finance principalement notre organisation. Puis ça va durer, savez-vous combien de temps ça va durer, ce financement-là? On commence un nouveau cycle de financement là, de 5 ans, le 1er juillet 2025. Puis après ça, bien, c'est ça, là, actuellement, on est en questionnement. On a une personne qui nous accompagne, là, une consultante qui nous aide justement à voir où est-ce qu'on s'en va avec la démarche, puis comment on peut améliorer le modèle aussi pour durer dans le temps. On veut être périn. Donc, on est dans cette démarche-là aussi. Là, donc, il y a tout ça, le financement, la structure à l'interne aussi, le fonctionnement et tout ça. Fait qu'on essaie de voir comment on peut faire pour dépasser 2030, là, puis est-ce que ça va passer par une incorporation? Est-ce que, par exemple, on va avoir si ce n'est pas le cas, est-ce qu'on va avoir un fiduciaire qui pourrait nous prendre sous son aile pendant plus longtemps? Mais c'est ça, on a déjà un fiduciaire, on a une très bonne entente. C'est Solidarité citoyenne Portneuf là, qui est le fiduciaire. C'est Karine qui est venue ici Karine récemment. Durocher, absolument. Mais actuellement, cette organisation-là n'a pas de financement à la mission. Donc, c'est un défi aussi pour cette organisation-là de nous supporter. Dans le fond, c'est un support au niveau administratif. Mais tout de même, là, ça demeure un défi. Donc, comment tout ça, ça va aller dans le temps? Bien, c'est ce qu'on essaie de voir maintenant. Puis on sollicite là, justement nos membres là, qui font partie des chantiers là, pour travailler ensemble là, sur ce que va devenir Portneuf Ensemble. Puis ça, vous allez en parler le 1er mai, forcément. Oui. OK. D'accord. Dans tous ces chantiers-là, est-ce qu'il y en a qui se démarquent des autres? Dans quoi que la cohésion a l'air plus solide, là? Je pense qu'il y en a 2. La sécurité alimentaire, qui est dans le fond, qui est la première table de concertation qui a existé même avant Portneuf Ensemble. Dans le fond, les actions sont bien ancrées sur le territoire. Puis on parle de glanage. Donc, dans le fond, on invite les citoyens à venir récolter là, ce qu'il y a dans les champs des partenaires. Puis on sépare la récolte un tiers, séparé entre le partenaire, le citoyen qui est venu faire la récolte et aussi la sécurité alimentaire. Là, donc, ça retourne en aide alimentaire. On parle aussi de champs solidaires, des serres pédagogiques. Puis, on a aussi la récupération en supermarché. Ah oui? On récupère à l'épicerie à Saint-Marc-des-Carrières et les 2 épiceries ici à Saint-Raymond. Puis, on récupère, l'année dernière, on a récupéré 31 000 kilos de nourriture qui a été redistribuée dans Portneuf. Solidarité citoyenne Portneuf a aussi 2 camions pour faire la tournée de tout le territoire, toute la MRC.
La nourriture qui part de Saint-Marc-des-Carrières est redistribuée dans l'Ouest. Puis à Saint-Raymond, là, on redistribue là, dans les villes avoisinantes, là, Sainte-Christine-d'Auvergne, Saint-Léonard, Lac-Sergent, Saint-Raymond, évidemment. Puis, il y a des organismes aussi qui participent là, justement à faire le tri de ces denrées-là, à les distribuer aussi. Donc, il y a tout un réseau de bénévoles, d'organismes là, qui sont impliqués à ce niveau-là. OK. Vous avez dit 2 chantiers, celui de l'agroalimentaire et Oui. le deuxième? Le deuxième, c'est loisirs et appartenance sociale. Dans le fond, qui fait vraiment des actions très terrain, qui est impliqué auprès aussi des travailleurs en loisirs dans, je vous dirais, la majorité des municipalités, des 18 municipalités de Portneuf. 2 fois par année, il y a des inscriptions pour permettre aux ménages qui ont un faible revenu de pouvoir recevoir gratuitement des activités de loisirs. Ça peut être des sports, ça peut être dans la culture, donc c'est quand même assez varié. Ça aussi, c'est très populaire, puis il y a vraiment un besoin à ce niveau-là. Puis il y a même une 50aine de partenaires qui participent à ces inscriptions-là. Puis là-dedans, il y a des organismes, il y a des municipalités qui vont offrir ces activités-là. Donc, il y a vraiment un besoin là, à ce niveau-là. Je dirais, il y a la dernière inscription qui a eu lieu en janvier, il y avait un peu plus de 20 000 au total d'activités qui étaient offertes là, aux gens à faible revenu. Puis là, on parle de 0,99 ans. Là. On cible les personnes seules, les familles, les aînés. Donc, c'est vraiment très, très large. Là, le seul critère, c'est de démontrer, en fait, là, qu'on est à faible revenu. À faible revenu, exactement. D'accord. Puis, je Oui. dirais, je m'excuse, je dirais aussi que le chantier Réussite éducative fait beaucoup de promotion. Je pense que je ne pourrais pas vous parler de tous les chantiers. Oui. En réussite éducative, on fait beaucoup de sensibilisation, de promotion pour que les jeunes développent leur plein potentiel. Ce n'est pas uniquement la réussite scolaire. Dans le fond, on interpelle là, toutes les sphères de développement des jeunes. Donc, c'est ce que la réussite éducative fait. Il y a eu, d'ailleurs, il n'y a pas longtemps, la pièce de théâtre Le village d'Élie qui parlait de la santé mentale positive. C'était hyper intéressant. Et ça, c'est qui les organismes qui s'occupent de ce chantier-là? C'est surtout des organismes, là, jeunesse. Là, puis je ne pourrais pas tous les nommer, mais il y a dans l'éducatif, il y a certains organismes aussi en 0,5 ans ou des fois pour les adolescents. Il y a aussi d'autres tables de concertation qui concernent la jeunesse qui sont présents sur ce chantier-là. Ah, OK. Mais là, chaque organisme ou table de concertation garde son espèce d'autonomie quand même là, dans ce système-là. Là. Vous ne leur donnez pas d'ordre, c'est eux qui décident, là. Bien, absolument. Quand on arrive dans la concertation, il ne faut pas oublier qui on est, mais on est là aussi pour faire avancer la concertation puis développer justement ces actions-là. Bon, comme je vous disais, là, la pièce de théâtre, ou ils ont fait aussi une campagne de sensibilisation qui va se poursuivre aussi, qui s'appelle la réussite éducative, l'affaire de tous. Donc, ça a circulé aussi sur le territoire, là. OK. Question triviale comme ça qui doit venir certainement à nos téléspectateurs. Est-ce que la MRC s'implique là-dedans, puisqu'on parle vraiment de Portneuf? Est-ce que la MRC vous aide? Bien, je vous dirais, dans le fond, il y a un dossier, il y a un chantier de Portneuf Ensemble qui est un dossier MRC, donc le transport et la mobilité. Ah. Puis oui, on a du support de leur part. Il y a une belle ouverture face à ça. Il y a une rencontre qui va être faite là, justement avec les maires à la MRC, justement pour les sensibiliser davantage, puis faire une demande aussi au niveau de la MRC pour avoir un petit peu plus de soutien. Le soutien qu'on demande à la MRC, c'est vraiment au niveau d'être un partenaire pour mieux communiquer auprès des citoyens. Ensuite, au besoin, Portneuf Ensemble a besoin de l'expertise autant de la MRC que des municipalités dans sa démarche pour être plus efficace, par exemple, dans le chantier Un toit pour toi, où on aurait besoin, par exemple, d'un urbaniste ou d'une personne en aménagement du territoire. Puis, la dernière demande, c'est en fait que la MRC soit un levier financier pour certaines actions. Parce que la MRC, avec les mandats qu'elle a, ne peut pas supporter tous les chantiers. Sauf qu'on le sait que, bon, il y a certains programmes là, auxquels on peut, dans lesquels on peut déposer des projets. Donc, on sait que c'est disponible, mais il faut faire une demande auprès de la MRC. Maintenant, parlez-moi je suis un peu curieux, là, en terminant le programme sur le logement. Un toit pour toi, c'est ça? Oui. Ça consiste à quoi?
Bien, en fait, le chantier a fait son plan d'action triennal. Puis, il y a 3 orientations là, en habitation. Donc, c'est l'hébergement jeunesse. Donc, il y a déjà un comité qui est mis sur pied. Puis, fort probablement là, que dans les mois à venir, il va y avoir un nouvel OBNL pour justement développer ces services-là, je dirais pour les 13-17 ans, peut-être jeunes adultes. Donc, vraiment, parce qu'il n'y a pas ce genre de service-là dans Portneuf. Donc, il y a vraiment une volonté de développer quelque chose là, pour donner un petit coup de pouce à nos jeunes. Dans le logement? Dans le logement, oui. De 13 à 17 ans? Oui, c'est ça. Des fois, ça peut être des jeunes, par exemple, qui ont un besoin. Par exemple, c'est des jeunes qui étaient à la DPJ, puis qui vont sortir, puis avoir besoin d'un soutien. Donc, ça peut quand même être assez varié, là, mais il y a vraiment un vide de service là, pour ces jeunes-là. Okay. Ensuite, le chantier aussi va travailler sur le logement abordable. Puis là aussi, il va y avoir... c'est en démarche là, pour créer un autre organisme à but non lucratif pour justement être capable d'aller offrir du logement abordable. Mais il ne faut pas mélanger logement social, logement abordable. Puis je m'explique. Le logement abordable, en fait, c'est pour tout le monde. C'est pas assorti d'une aide financière de la part du gouvernement. Fait que c'est vraiment des logements. On veut que ces logements-là échappent à la spéculation, puis à l'augmentation aussi dans le fond, effréner des loyers, si je peux dire ça comme ça. Et la 3e orientation, c'est l'itinérance. Parce que dans Portneuf, il y en a, puis il faut intervenir à ce niveau-là. Là, on sort de l'hiver, mais on a encore des journées froides. Ça peut être un défi. On sait qu'il y a de l'itinérance aussi qui est invisible. Donc, celle-là, elle est presque impossible. Là, on ne la voit pas dans les statistiques. Donc, il y a un comité aussi, c'est une table de concertation et d'action en itinérance de Portneuf. Donc, il y a vraiment un comité, il y a une coordonnatrice qui n'est pas une coordonnatrice de Portneuf Ensemble, mais il y a une coordonnatrice qui est affectée uniquement à cette table-là, puis qui coordonne, dans le fond, il y a les gens qui sont assis autour de la table, là, sont là pour trouver des solutions, des scénarios pour aider ces gens-là, parce que c'est vraiment une problématique, puis il faut que ces gens-là soient logés d'une manière ou d'une autre, ou à tout le moins aient accès à un service. Là. Puis je reviendrai au logement abordable. Quels sont les leviers que vous pouvez utiliser là, dans ce cas-là? Bien, en fait, c'est pas Portneuf Ensemble qui travaille là-dessus. Fait que nous autres, on est plus des facilitateurs dans ces organisations-là. Mais en fait, c'est de trouver un levier financier. Dans le fond, je ne veux pas trop en dire parce qu'ils sont en démarche là, pour ça. Ouais. Dans le fond, pour constituer l'organisation. Mais ça va être vraiment de trouver des sous, mise de fonds, une façon de trouver du financement. Bon, évidemment, le plus possible de la subvention, parce que du financement, on le sait, c'est pas facile de se faire financer. Et 2, on sait que les taux d'intérêt sont quand même assez élevés. Donc, pour un organisme qui débute, ça pouvait être facilitant, dans le fond, parce que je pense que l'objectif, c'est vraiment, non pas de construire, mais d'acheter duplex ou des fois peut-être des blocs qui seraient à vendre pour justement permettre de conserver, dans le fond, des prix plus bas pour le loyer. C'est vraiment la démarche là, qui est à faire. Parce que ça, c'est un besoin criant partout, ça, justement. Exact, exact. Bien, Madame Roy, c'était bien agréable. Merci d'être venue à CJSR et bonne chance pour le 1er mai. À quelle heure et à quel endroit? En fait, le 1er mai, les gens sont conviés à la Maison des Générations à Cap-Santé. L'accueil se fait dès 8h30. Merci beaucoup. Merci à vous. Salut tout le monde, ici Daniel Grenier pour vous parler des télévisions communautaires autonomes. Pourquoi? Parce que c'est important et que, même sans l'aide d'un magicien, elles risquent de disparaître. Yeah! J'adore les jokes de magie. Je vais continuer. Yes! La première fois que j'ai fait une entrevue à la télévision, c'était à la télévision communautaire des Bois-Francs. Oui, moi et mon groupe d'humour, nous avions fait une entrevue et même 2 sketchs. Bon, là, j'entends des gens dire à la maison « Hey, montre-nous-en un bout! Montre-nous-en un bout! » Ah, non! Bon, OK, un petit extrait.
Wow. Là, ça va faire m'appeler la police, vous allez avoir une amende. Il y en a qui apportent des peanuts aussi! Avec des bonnes pistachios! Grâce à cette expérience, j'ai appris que faire de l'humour devant personne, ça rit moins. 42 télévisions, situées dans 15 régions administratives du Québec. Elles parlent des enjeux locaux et font rayonner les citoyens en leur donnant accès à un média accessible. Je la savais par cœur, celle-là. Ensemble, encourageons les télévisions communautaires autonomes. Oh, ça roule encore? J'ose ma télé communautaire. Si vous avez des employés dont vous aimeriez développer les compétences, il y a un programme pour vous aider, le programme Visé. Il vous aide à trouver les formations qui pourraient être utiles à votre entreprise. Vous pouvez aussi obtenir jusqu'à 8 000 $ de subventions par employé formé. C'est piloté entre autres par la Fédération des chambres de commerce du Québec et financé essentiellement par le gouvernement du Canada via le programme Rehausser vos compétences. Pour plus d'informations, il suffit d'aller à visé.ca. Le député provincial Vincent Caron offre depuis l'an dernier des bourses pour des projets issus des classes des écoles primaires du comté. Cette année, il offrait 32 bourses de 250 $, donc en tout 8 000 $. Il appelle ça les petits débrouillards du député de Portneuf. Son coup de cœur 2025 est allé à un projet de la classe d'Andréane Huot de l'École de la Grande-Vallée à Saint-Raymond. La voici qui explique son idée. Je vais résumer un peu mon projet qui s'appelle le chariot d'écriture enchantée. En bref, dans le fond, l'idée est venue parce que quand on fait de l'écriture en classe, c'est souvent très difficile. C'est une tâche complexe pour nos élèves. Ça demande énormément d'efforts et ils sont souvent peu motivés à le faire. Alors, en jasant avec des collègues et tout ça, j'ai eu l'idée de faire un chariot mobile, dans le fond, où vont être placés plein de cahiers, plein de choses attrayantes pour nos élèves. Pour quand on va faire de l'écriture, ils vont être un peu plus motivés. Je leur en ai déjà parlé, tout ça. Ils ont déjà hâte de commencer, d'ailleurs. Alors, dans le fond, le chariot, en bref, c'est un chariot mobile où je vais placer des cahiers de toutes sortes. Alors, des cahiers poilus, des cahiers en forme d'animaux, des feuilles de différentes couleurs, grosseurs et tout ça, aussi des crayons, des surligneurs, des feutres, plein de couleurs qui vont être attrayants, des stylos, des règles, toute de la papeterie de différentes sortes. Après ça, aussi, les gommes effacées, différentes formes que mes élèves aiment beaucoup. Aussi, je vais acheter des autocollants parce que mes élèves adorent les autocollants. Alors, à chaque fois qu'il y a des périodes où on a une phrase à écrire, tout ça en pratique, là, pas d'évaluation, juste le but d'aimer écrire, amener les élèves à aimer écrire. Alors, à chaque fois qu'il va y avoir une période d'écriture, que ce soit une phrase, des mots de la semaine, etc., ils vont pouvoir venir se choisir un calepin de leur choix, une feuille de leur choix. Ils vont prendre le cahier qu'ils veulent avec les crayons qu'ils veulent, puis ils vont pouvoir écrire leur phrase là-dessus, se mettre en autocollant, se féliciter, faire leur corps de correction aussi avec le matériel qu'on a à leur disposition. Puis comme il est mobile, je vais aussi pouvoir le prêter à mes collègues de 3e année aussi, fait que les autres classes vont pouvoir en profiter, fait que le plus d'élèves possible vont pouvoir profiter du projet et avoir le goût d'écrire, amener le goût de l'écriture à nos élèves. Voici maintenant le député lui-même qui donne un aperçu de la nature des projets présentés. On a reçu une multitude de projets dans Portneuf, 60 projets qui ont été soumis. J'ai bien entendu jeté un œil sur chacun des projets et je peux vous dire que c'est assez revigorant de voir à quel point il y a un dynamisme dans ces classes. Et puis, alors c'est vraiment très varié. Ça peut être un petit projet de jardinage, l'ajout d'un coin lecture, mais il y a des projets qui se démarquent un peu plus que d'autres. C'est la raison pour laquelle on a Mme Andréane avec nous ce matin. La directrice du Centre de services scolaires, Laurie Léraud, a souligné quant à elle l'importance de la lecture et du jeu. Avec des projets comme les petits débrouillards, c'est pas juste nos élèves qu'on encourage, mais c'est aussi nos enseignants qu'on stimule à trouver des idées créatives pour faire en sorte justement qu'en classe, les élèves apprennent bien. Puis, la littératie, c'est extrêmement important.
Donc, Madame Andréane, avec votre projet, je suis certaine, en ce mois du français, hein, aujourd'hui, le mois de mars est le mois du français, et aujourd'hui, c'est la conclusion du mois du français. Donc, quelle belle occasion pour célébrer votre projet qui, je crois, amène les élèves à écrire, mais aussi à s'amuser en apprenant l'écriture. Donc, j'ai bien hâte de les rencontrer et de voir ce beau projet stimulant-là voir le jour là, au bénéfice de nos jeunes. Cette remise de prix a aussi permis d'apprendre quelques détails intéressants sur le parcours scolaire du maire de Saint-Raymond, Claude Duplain. J'étais pas un premier de classe, OK, dans le temps. Puis la lecture était un petit peu mon point faible. C'est quand à 47 ans, je suis devenu député fédéral. Depuis l'an 2000, ça fait 26 ans que j'ai jamais lu autant que ça. Et de me percevoir que peut-être juste... Puis je me souviens que quand, en 2000, ça a toujours été correct, la lecture, mais à un moment donné, de réussir à lire vite, de comprendre et de... S'il y a des choses à faire comprendre à des élèves par rapport à une expérience, je peux venir leur dire qu'apprenez à lire comme il faut, apprenez à comprendre. Parce que lire, c'est quelque chose. Comprendre ce que tu lis, vite, et de l'assimiler, c'est d'autres choses. Et ça, c'est grâce à vous que vous réussissez à éduquer ça à vos enfants. Fait que j'ai hâte de voir votre projet par rapport à la lecture, ce que c'est. À Saint-Basile, les policiers ont arrêté un homme et une femme pour trafic d'armes jeudi dernier, le 27 mars. Ils ont mis la main sur un fusil tronçonné, une carabine, des munitions et même 2 armes d'assaut. L'endroit aurait servi de cache d'armes pour la Blood Family Mafia, la BFM, en lutte contre les Hells Angels. L'opération faisait suite à une enquête de plusieurs mois dans le cadre de la stratégie Centaure, qui cherche à mettre une pression constante sur le crime organisé. Elle a impliqué des policiers de la Sûreté du Québec, de l'Escouade nationale de répression du crime organisé et des villes de Québec et Lévis. Si vous avez plus de 65 ans, vous connaissez sûrement le régime canadien de soins dentaires. Vous y avez accès si vous n'avez pas d'assurance privée et que votre revenu familial net est de moins de 90 000 $. Mais ce que vous ne savez peut-être pas, et qui est très important, c'est que vous devez dorénavant renouveler votre couverture chaque année. Le gouvernement veut s'assurer de cette façon que vous répondez toujours aux critères d'admissibilité. Vous devez attendre d'avoir reçu votre avis de cotisation d'impôt et aller sur le site Web du Régime canadien de soins dentaires. Vous pouvez aussi appeler au 1-833-537-4342 et faire ensuite le 2. Vous avez jusqu'au 1er juin pour faire la démarche. La Chambre de commerce du Nord de Portneuf tient son brunch de Pâques le 11 avril à 7 h au restaurant La Croquée de Saint-Raymond. Tous les entrepreneurs, professionnels et travailleurs autonomes sont invités, mais il faut réserver. Ça se fait sur le site lepointdevente.com. Parlant de chambre de commerce, celle de l'Est de Portneuf prépare son tournoi de golf. Et si vous voulez que votre entreprise soit représentée sur un des 18 départs, il reste encore 5 emplacements disponibles. Le principe, c'est qu'à chaque départ, il y a une dégustation de produits régionaux, plus un méchoui pour tous à la fin. Le tournoi s'appelle d'ailleurs Saveurs de Portneuf. Il aura lieu le 12 juin au Golf, le Grand Portneuf. Je vous ai déjà parlé du match d'impro qui mettait en scène des personnes handicapées de la région et qui a eu lieu le 22 mars au relais de la Pointe aux Écureuils à Donnacona. Une belle aventure. Je vous ai préparé ce reportage qui présente les préparatifs. Là, je suis en train de préparer les chandails pour les membres de la PHP qui vont participer à l'improvisation. Donc, c'est leur chandail d'équipe. Y a-tu des numéros? Il n'y a pas de numéro, mais c'est ça, Richard, M. Pajot va identifier les chandails avec des petits stickers, des petits collants qu'on va coller ici. OK. Donc, les membres vont pouvoir s'identifier là, à leur groupe. Avec nos partenaires là, indiqués, donc l'équipe d'impro, la Sapristi, ULSCN, puis c'est pour la Semaine québécoise de déficience intellectuelle. À chaque fois qu'il y a une extension de numéro libre, tu textes Dans mes habitudes d'être énervé, hein? Merci! Non, ça prendrait une petite cellule pour le calmer, une tisane. Ça va, on est prêts, on a des souris, on a pas.
monsieur. Tout ce qu'il faut. Gérard, ok, d'accord. Que vous allez pouvoir partir avec, c'est des souverains. Fait qu'on va pouvoir les distribuer, ben de rien, voyons, puis tu sais, on est partenaires. Fait qu'on vous a identifié aussi avec le système financier de LSTM. Des vedettes qui arrivent. Vous appelez comment, vous? Suzanne Gagnon. Je travaille à la PHP, ça fait 5 ans. Je suis conseillère en accessibilité. Ah. Puis la fin de semaine, je m'occupe des bénévoles et je suis bénévole. Cet événement-là, pour vous, ça représente quoi, là? Ah ben moi, c'est vraiment, comme on dit, l'inclusion. On va pouvoir se mêler les uns les autres. Ouais. Et puis, on va avoir du plaisir aussi parce que l'impro, ça demande de vite dessiner un scénario, hein, tu sais, puis faire la comédie un peu, tout ça. Alors, c'est pour ça Puis, que... ça vous inquiète pas? Vous pensez que vos membres ils vont embarquer là-dedans sans problème? Oui, oui, je suis certaine. Je suis certaine parce qu'on fait souvent travailler leur imaginaire aussi, tu sais, en leur posant des fois des questions, puis des énigmes. Alors oui, je suis certaine qu'ils vont être un petit peu peut-être au froid au début, mais je suis certaine qu'après ça, ils vont comprendre le principe de l'expression. Ils vont s'amuser. Hein? Ah oui, absolument. C'est ce qu'on vient faire ici aujourd'hui. Alors, je vous présente ici Mme Catherine. Il y a deux Madame Catherine, une à côté de l'autre. Ah, OK. Tu veux dire, Catherine? Mais Catherine aussi, Viens, ça. ouais, viens avec nous. Alors, les deux Catherine, là, on les aime bien. Hein? Hein? Et puis, tu vas-tu monter sur les planches pour jouer, toi? Mais j'espère. J'espère, moi aussi. Mais d'abord, pour cliquer des pulsons. Ouais. Ah ouais, hein? Super. Et toi, Catherine, tu penses-tu qu'il va jouer sur de l'impro? Mais le monsieur, vous pouvez pas sourire, là, monsieur, là. Ouais, là, le monsieur est là, hein? Super. Ben oui, c'est ça. Mais tu penses-tu que tu vas aller jouer avec les amis qui sont ici pour l'impro? Oui. Oui. Excellent. Wow. On a deux joueuses, hein, talentueuses qui vont venir s'affronter tout à l'heure pour l'improvisation. Oui. Sandra, ça va bien? Tu es avec nous aujourd'hui? Oui, moi, Sandra Bélange, je viens de Donnacona. Puis j'aime ça, faire les activités de PHP. Exact. Fait que je trouve ça le fun. L'autre samedi, on va à cabane à sucre Leclerc. Ben là, c'est pas sérieux. Eh Allez oui. vous sucrer le bec en plus. Eh oui. Ouais, là, on est gâtés. Wow. Puis, mais aujourd'hui, là, de l'impro, là, ça te fait-tu peur, ça, l'impro? Non. Non? Hey, ça va être drôle. Ben oui, ça va être drôle. J'ai pas la meilleure mémoire. Hein? Si, mais vraiment sur la scène, ton merci, toi t'es belle. Moi, je suis les bénévoles à l'icône. Je fais payer le café, payer le muffin. Je donne à mon boss, Virginie. Après ça, ça fait 4 ans de bénévoles. C'est quoi ton nom encore? L'abbé Joanne Mosé. OK, Joanne. Merci, Joanne. Dominique Godin. Dominique Godin? Ouais. OK. Puis t'habites où, toi? À Port-Neuf. À Port-Neuf, OK. Ça fait longtemps que tu es membre de l'association? Oui. OK. Puis comment tu te sens, là, avant le match? Très bien. OK. En pleine forme. Toi, tu vas participer? Oui. OK. Je vous remercie énormément de votre implication. Les joueurs peuvent venir dans l'espace ici. Les spectateurs en arrière de l'espace scénique. Camille! Le ballon, il est rendu rose. Qu'est-ce qu'on voit? Heureux. Heureux, bravo! Super, bravo, d'accord. Qui veut le faire maintenant? Est-ce qu'on a quelqu'un d'autre? C'est parti! On est là.
un métier et mimer, pas nécessairement le mimer, mais pour jouer le métier que vous avez choisi. C'est quoi ça, ton métier? Ouais, c'était bricoleur. Bricoleur. Ah, c'est bon, c'est bon, ça. Qu'est-ce qu'elle monte avec ses doigts? C'est pas loin. De la neige. De la neige! Bravo! Super. Vraiment, là, ça va être... Je t'émotive, là. On va jouer sur scène, finalement. OK. Pour moi, elle sera pas sur la... Prends-tu plutôt en premier, toi, ou les autres? Ça dépend des jours. On va pêcher du bon poisson! Pour les amateurs de musique et de chansons, il y a le déjeuner mensuel du Club de guitare dimanche qui vient, le 6 avril, à 9 h, à Saint-Uribe. Il faut réserver au plus tard demain au 418-339-3230. Pour 14 $, vous avez un déjeuner et un spectacle. Si vous jouez de la guitare, vous pouvez même monter sur scène. Les intéressés peuvent présenter 2 pièces de leur choix. Pas besoin d'être expert, tout le monde est invité, il n'y a pas de jugement. Le club existe depuis plus de 30 ans. Parlant de musique, ça bouge dans Portneuf ces temps-ci. D'abord, il y a ce samedi le spectacle Portneuf musical qui fait le portrait du patrimoine musical de la région. C'est le 5 avril à l'église de Deschambault à 19 h 30, offert par l'école de musique Denis Arcan. C'est un concert très varié. Le même soir, il y a Sarah Dufour à Saint-Casimir au Grand-Bois et Yves Lambert au Moulin Marcoux de Pont-Rouge. Les billets sont en vente sur lepointdevente.com. La semaine prochaine, le Moulin Marcoux présente Gilles Barber mercredi le 9 et les Grands Bois présentent Mon Oncle Serge et Anonymous vendredi le 11. Là encore, vous pouvez acheter vos billets sur lepointdevente.com. À Saint-Ubalde, une nouvelle boulangerie-boucherie vient d'ouvrir ses portes. L'inauguration a eu lieu vendredi dernier, le 28 mars. Elle s'appelle Micaterie. Elle est au 386 boulevard Chabot, ouverte du mardi au samedi. Et elle fait des croissants. Et chocolatine, plus précisément. Je suis native de Saint-Ubalde. Karen, non, mais... Mais j'habite à Saint-Ubalde. Oui, elle habite à Saint-Ubalde depuis plusieurs années. On voulait faire un projet de fille avant? En Oui. faisant une poussette? Oui, le projet a démarré, en fait, le nom Micaterie. Mi pour Mireille, K pour Karen, et la fin, c'est le 4I pour 4I. Nos enfants, on a chacun 2 enfants. Mes 2 enfants ont chacun un I dans leur nom et Karen aussi, les 2 siens ont un I. Alors là, de là aussi les 4 petits points là, qui nous suivent sur le logo avec nos 4 enfants. C'est un projet qui a débuté justement en arrêt de maternité. On a eu une couple de mois à rien faire, à se promener en poussette avec nos enfants. Puis de fil en aiguille, on s'est trouvé un projet commun. Moi, de me partir une boucherie. Karen, c'est le côté boulangerie qui l'intéressait plus. Parce que moi, je suis CBA de profession, fait que le côté comptable. Fait qu'on se complète bien, elle est opérationnelle, puis moi, je suis plus le côté administration, marketing, ressources humaines. C'est un bon complément. Effectivement, les papiers, je les donne aux voisins. Du côté boucherie, on offre une variété là, de produits faits maison. On a un partenariat avec un de nos amis ici à Saint-Ubalde qui nous fournit tout le bœuf frais, la majorité. On a un fumoir ici pour faire cuire tous nos produits. On essaie de garder un petit volet viande fraîche. On a beaucoup de viande congelée. Ça arrive ici en carcasse, c'est débité, emballé, sous vide, congelé tout de suite. Puis on a le côté boulangerie aussi, qui est avec notre pain ici qui est fait maison par notre boulanger, un vrai boulanger français. Oui, qui est... il a créé le pain justement au fromage, le Choco-Catry et le Choco-Catry, qui est très bon avec les chocolatines et les croissants, là, qu'on n'a même pas eu le temps de mettre encore sur ces tablettes parce qu'on les vend au fur et à mesure.
Sainte-Christine aura une tour cellulaire d'ici la fin de l'année ou au début de 2026. C'est TELUS qui la construira sur un terrain appartenant à la municipalité derrière l'hôtel de ville. Elle sera à 76 mètres de haut et devrait couvrir un rayon de 5 à 10 km, donc toute la partie plus dense de la municipalité. TELUS affirme qu'elle consultera les gens habitant près de la future tour dans un rayon de 270 mètres. Elle disposera d'un bail de 30 ans. Quelques personnes se sont inquiétées de la disparition de la sirène du bout du quai de Portneuf. Elle n'a pas décidé de gagner le large, on est simplement en train de la rénover. Sur la page Facebook de la ville, on dit qu'elle a été installée là il y a une vingtaine d'années et qu'elle est l'œuvre du sculpteur Georges Pérez. Tourisme Portneuf a lancé un concours pour gagner un ensemble de pique-niques. Il y en a 20 en tout. Vous pouvez remplir un formulaire en ligne et aller ensuite chercher vous-même votre prix au bureau d'accueil touristique de Cap-Santé. Le tirage est le 23 avril. Plus d'informations sur la page Facebook Région Portneuf. Une auteure de Saint-Alban, Viviane Bauge, vient de publier un livre pour enfants un peu particulier parce qu'il a été inspiré par des enfants polyhandicapés. Ce sont même eux qui ont fait les illustrations du livre, avec l'aide de Viviane Bauge. Elle est venue en studio nous en parler. Bonjour, Madame Bauge, bienvenue à CJSR. Bonjour. Qu'est-ce qui vous a passé par l'esprit? Pourquoi avoir écrit un livre pour enfants? Alors, il faut dire qu'à la base, moi, je suis formée en littérature. Donc, j'ai tout un passé littéraire derrière moi. J'ai étudié en littérature, puis j'ai enseigné le français, puis la littérature pendant très longtemps. Donc, l'écriture, c'est quelque chose qui a toujours fait partie de moi. Puis, j'ai beaucoup de projets d'écriture qui sont en cours. Sauf que, bon, la vie fait que parfois, on a des rêves qui prennent du temps à se réaliser, mais le fait de vouloir écrire un livre pour enfants, c'est quelque chose qui était présent depuis très longtemps. Puis j'ai beaucoup d'histoires, en fait, qui sont déjà écrites, puis que j'ai écrit au fil du temps. Mais pourquoi est-ce que c'est celle-là qui a vu le jour? C'est un peu un hasard de la vie, en fait. C'est que même si j'ai enseigné le français pendant longtemps, à un moment donné, il y a quelques années, je me suis retrouvée à enseigner à des enfants qui sont polyhandicapés. Parce que j'étais dans une période de ma vie où il fallait vraiment que je travaille à temps partiel pour des raisons personnelles, parce que j'ai moi-même un enfant qui est handicapé aussi. Puis, je ne voulais plus travailler dans les écoles à temps plein, etc. Donc, un peu par hasard, pour faire une histoire courte, je me suis retrouvée à aller enseigner à des enfants polyhandicapés qui sont scolarisés chez eux pour des raisons de santé. Donc, c'était très loin de ce que j'avais fait auparavant, quand même, dans ma vie, même si j'avais déjà enseigné en adaptation scolaire avec des enfants qui présentaient différentes formes de handicap et de troubles d'apprentissage. Mais là, on parle d'enfants qui sont non-verbaux, qui ont la paralysie cérébrale, qui ne contrôlent pas leurs gestes. Donc, il faut nourrir, donc en fait, ils ne mangent même pas par eux-mêmes, ils sont gavés. Donc, des enfants qui ne contrôlent pas leurs gestes, qui ne peuvent pas parler, qui peuvent s'exprimer autrement, mais... donc, c'était très nouveau pour moi. Mais vous aviez un peu l'expérience de votre propre enfant. Alors, moi, mon fils, il a un trouble du spectre de l'autisme et il est avec une légère déficience intellectuelle puis autres troubles associés. Donc, il y a quand même c'est quand même des choses avec lesquelles je suis à l'aise, mais mon fils, il est verbal, il parle, il marche, donc c'est sûr qu'on est loin de la même réalité. Mais bon, j'étais quand même consciente du handicap, des besoins particuliers de ces enfants-là, mais ça m'a quand même amené à quelque chose de vraiment très nouveau. Et puis, en fait, je leur ai enseigné pendant un an, il y a 3 ans de cela, à peu près. Je pense que c'était en 2020. Donc, je me suis retrouvée à faire... En fait, c'était plus de la stimulation que de l'enseignement. Donc, beaucoup de littérature, beaucoup d'histoires, beaucoup de musique, beaucoup de chansons. De littérature, vous leur lisiez des choses? Oui, je leur lis des histoires, puis de façon un peu théâtrale pour essayer de les éveiller. Donc, je faisais beaucoup de ça et aussi beaucoup de peinture, parce que sur le plan sensoriel, c'est quelque chose qui est intéressant à faire. Et étant donné qu'ils ont la paralysie cérébrale, en fait, on fait du main sur main. Donc, moi, je prends leurs mains et puis j'utilise leurs mains, je trempe leurs mains dans la peinture pour créer des choses. Puis, cette année-là, j'avais monté un projet sur les insectes au printemps. Puis, j'avais utilisé leurs mains
pour créer des peintures de plein de petits insectes, des mouches, des coccinelles, des papillons, etc. Ah bon, avec leurs mains? Avec leurs mains. Donc, je prenais leurs mains, je la trempais dans la peinture. Et puis, avec ça, on créait des animaux avec le poing, avec les doigts, avec l'avant-bras, pour faire les pattes. On le voit on voit très bien leurs mains dans le livre. Puis, ça a été un projet qui était scolaire à la base, que j'avais fait dans le cadre du travail. Puis l'année d'après, je ne leur ai pas enseigné. J'étais partie sur un autre projet. Ils avaient une autre enseignante. Mais moi, j'avais gardé quelques petits projets que j'avais ramenés chez moi, dont celui-ci, parce que je le trouvais particulièrement beau. Je regardais les peintures, puis je me disais, il faut que je fasse quelque chose avec ça. C'est vraiment beau, les couleurs, le fait qu'on voit leur empreinte de doigts et tout. Je trouvais que c'était beau, qu'il y avait quelque chose d'artistique à faire avec ça. Donc, cette année-là où je n'étais pas leur enseignante, dans le fond, je me suis mise à écrire une histoire qui était inspirée de ces enfants-là. Mais que c'est très métaphorique parce qu'en réalité, c'est l'histoire d'une petite chenille. Mais c'est vraiment inspiré d'eux dans le sens où c'est une histoire qui parle de la différence, puis du fait de ne pas réussir à devenir comme les autres parce qu'on ne peut pas le devenir, parce qu'on a un handicap. Mais de se rendre compte que finalement, on peut quand même accéder à des moments de joie, puis à une vie qui va être remplie de beaux moments quand même. Donc là, j'ai écrit un texte, et en fait, c'est l'histoire de Vol Petite Chenille, qui est en fait l'histoire d'une chenille qui attend dans le jardin de devenir un papillon, parce qu'on lui a dit à l'école qu'elle allait devenir un papillon, comme tout le monde. Et en fait, quand le moment arrive où tous ses amis vont se transformer et devenir des papillons, eh bien, elle ne devient jamais un papillon. Et là, elle est très, très triste. Et après, évidemment, l'histoire se termine sur une note plus positive, là, mais c'est la base de l'histoire, en fait, qui a été inspirée par les enfants, puis par ce projet d'art plastique, en fait, qu'on avait fait au départ, en fait. Mais votre livre, c'est pas un projet scolaire, c'est un projet personnel. Là, voilà, c'est ça. C'est qu'en fait, ça a donné un livre, mais c'est que moi, j'avais vraiment... parce qu'au-delà de mon travail d'enseignante, j'ai toujours écrit. Donc moi, j'ai toujours eu dans la tête d'écrire un livre puis de publier un livre pour enfants. J'écris aussi pour d'autres publics, mais... Pourquoi vous vouliez écrire un livre pour enfants? Qu'est-ce qui vous attirait là-dedans? En fait, j'écris des histoires pour les enfants depuis que je suis enfant moi-même. En fait, j'ai toujours écrit des histoires pour enfants. Puis j'aime vraiment beaucoup la littérature jeunesse. Même moi, j'en consomme là, pour moi-même. Là. Moi, quand je vais dans une librairie, même si je suis toute seule, je fais toujours un petit passage dans la section enfants, puis je m'arrête pour lire des albums jeunesse, en fait. Vous êtes resté enfant un peu, vous-même. Oui, j'aime vraiment beaucoup les livres pour enfants, puis mes enfants en ont vraiment énormément à la maison. J'en achète beaucoup. La vie a fait que, dans le fond, le premier livre que je publie réellement, ça a été ce livre qui a été inspiré par ces enfants-là. Mais mon but, c'est vraiment d'en faire d'autres. J'ai plein d'histoires dans mes tiroirs. Là. Toujours des histoires pour enfants. Là. Alors, j'en ai... Oui, la plupart, c'est des histoires pour enfants, mais je travaille aussi sur un roman. Mais alors, ça, c'est du plus long terme. Oui, ça prend plus de temps. Puis vous faites ça à compte d'auteur, là? Alors oui, ça a été publié à compte d'auteur. Évidemment, j'ai cherché des maisons d'édition, mais on va pas se cacher que c'est difficile de réussir à percer. Mais donc là, à un moment donné, je me suis dit, bon, est-ce que je continue à attendre après les autres ou je finis par le faire? Parce que là, je voulais qu'il se passe quelque chose. Je voulais que ce livre-là, il prenne vie, qu'il devienne un vrai livre, qu'il ne soit pas juste sur mon ordinateur, puis... Un objet physique, là. C'est ça. Donc là, dans le fond, j'ai fait affaire avec Bouquinbec, qui est une entreprise québécoise. Donc, c'est un livre qui a été complètement conçu au Québec et qui se spécialise dans l'auto-édition. Donc, en fait, eux, ils proposent plein de services, mais moi, j'ai seulement utilisé le service d'imprimerie de Bouquinbec parce que, étant donné que je fais aussi de la révision de texte, en plus de tout ce que je fais déjà. C'est mon travail aussi. Je prends des contrats en révision de texte, donc je n'avais pas besoin de réviseur. Puis, j'ai travaillé avec une graphiste de Québec
qui est une proche à moi, en fait, et avec qui je travaille sur des projets régulièrement. Je peux regarder, là? Oui, oui, Quand bien même. sûr. Okay. Oui, dans le fond, la graphiste, c'est Annie Picard. Annie Picard. Annie Picard, elle est graphiste de métier, puis elle est aussi photographe plasticienne. Donc, c'est elle-même une artiste. Elle expose à la galerie Linda Verge à Québec. Elle a vraiment pris les peintures, puis elle en a fait quelque chose d'encore plus beau que c'était, parce que elle a travaillé sur les couleurs, sur la mise en page. On a multiplié certains dessins, on a accentué certaines couleurs. Donc, ah oui. Puis elle a rajouté des couleurs de fond aussi au livre pour pas que ce soit uniquement sur fond blanc. Bleu ici. Donc on a certaines pages qui sont bleu vraiment... et jaune, c'est très beau, hein? On voulait vraiment un livre qui soit très, très coloré, en fait, pour les petits, qui soit visuellement très vivant, en fait. Parce que, oui, c'est un livre qui parle du handicap, mais c'est pas un livre qui est triste. On voulait que ce soit un livre joyeux. Puis et puis les dessins inspirent aussi éventuellement d'autres enfants à faire ce genre d'œuvre-là aussi. Là. Ben, exactement. Puis d'ailleurs, le livre, il est dans plusieurs... il y a des enseignantes à Québec, puis aussi dans la région de Portneuf qui l'ont déjà en main. Et il y a déjà des projets scolaires qui sont partis avec le livre, grâce au livre. Ah oui? Vous pouvez nous en nommer quelques-uns? Oui, ben en fait, il y a une enseignante à Québec qui enseigne en maternelle, qui a lu le livre aux enfants, des petits, là, de maternelle 4 ans. Et en fait, après, elle nous a écrit pour nous dire que... Je dis nous parce que je dis moi, j'implique les enfants avec lesquels j'ai fait les illustrations, pour nous dire que ça avait suscité une grande discussion avec les enfants sur la différence, sur pas juste le handicap, mais aussi sur l'estime de soi. Est-ce que ça peut t'arriver parfois de te sentir différent des autres? Comment est-ce que tu te sens quand ça arrive? Qui est-ce qui pourrait t'aider à te sentir mieux? Parce que c'est un peu ça l'histoire, en fait. La petite chenille, elle trouve une façon de se sentir bien puis de faire les choses différemment, mais tout en faisant partie de la société. La société des insectes pour elle, mais... Donc, c'est ça a suscité vraiment une belle discussion avec des tout-petits. Puis, il y a une enseignante aussi à l'école à Saint-Marc-des-Carrières qui enseigne dans une classe en adaptation scolaire avec des enfants qui ont des gros troubles de comportement, en fait. Et en fait, ils ont lu le livre et après, ils en ont fait un projet d'art plastique puis d'écriture. Et en fait, chaque enfant a décidé d'un thème. Donc, il y a des enfants, par exemple, qui sont partis sur l'entraide. Le livre leur a inspiré une histoire sur l'entraide. Et ils ont écrit leur propre histoire en équipe et ils ont fait des illustrations en s'inspirant du livre, donc avec les mains, les empreintes. doigts. Puis bon, eux, ils ont la capacité de tenir des pinceaux, donc ils ont fait d'autres choses, mais ils aiment les envoyer, en fait. Et... Donc, du coup, il y a des enfants qui ont écrit des histoires grâce à notre histoire. C'est touchant quand même. Mais est-ce qu'il y a dans certaines librairies, est-ce que vous l'avez dit, dans certaines librairies dans Portneuf, on peut se le procurer? Ben alors, les librairies dans Portneuf se font rares. C'est vrai, il y en avait une à Donnacona et il n'y en a plus. C'est là. le problème, oui. c'est que... ben, par contre, le livre, là, il va être en vente à la Dinette du Cap, à Deschambault, qui n'est pas une librairie, mais qui est quand même un endroit culturel où les gens vont travailler, où il y a des artisans qui exposent. Là, il va être aussi en vente, c'est en Mauricie, mais il y a un magnifique café historique qui s'appelle le Café des Cinq Sœurs. Le lancement du livre a eu lieu au Café Ringo à Saint-Casimir. Donc, c'est quand même les gens du coin s'y intéressent. Puis ben là, je travaille à trouver en fait d'autres points de vente. J'aimerais trouver d'autres points de vente dans Portneuf ou ailleurs. Puis, il est en vente aussi sur la boutique en ligne de Bouquinbec, parce qu'ils ont une boutique en ligne. Donc, les gens qui ne sont pas dans la région et qui veulent l'acheter en ligne, se le faire parvenir par la poste, ils peuvent l'acheter en ligne sur la boutique de Bouquinbec. À la base, oui, c'est un projet littéraire, mais c'est devenu un projet social, en fait. Parce que, tu sais, sur la couverture du livre, j'ai mis mon nom, mais j'ai mis le nom de Christopher, Dominique, James et Elisapi, qui sont les 4 enfants qui ont fait les illustrations. C'était vraiment important qu'ils aient leur nom sur la couverture puis qu'on leur donne une visibilité. Puis le livre, il a été envoyé à la Bibliothèque nationale du Québec. Il a un code ISBN à la Bibliothèque nationale du Canada. Puis ça m'a vraiment touchée de penser qu'il y avait le nom de ces enfants-là à la Bibliothèque nationale du Québec. Ils vont faire partie
du patrimoine. Oui. Tu sais, peut-être qu'un jour, dans 200 ans, quelqu'un tombera sur le livre par hasard dans les archives. Leur nom, oui. Et ils seront là parce que ils existent, ces enfants-là, mais ce n'est pas des enfants qu'on croise tous les jours dans la rue parce qu'ils ont des handicaps si lourds que il y a des endroits où ils n'ont même pas accès. Puis c'est sûr que les déplacements sont parfois difficiles. Mais ils sont là, ils existent, ils font partie de notre société, puis ils ont contribué à faire quelque chose de beau. Donc, c'était vraiment important pour moi de... C'est une façon, effectivement, de les faire voir, si je peux dire, les faire connaître, parce qu'effectivement, ils sont plutôt cachés. Exactement. Ben, en fait, ils vivent avec des mamans qui font vraiment leur maximum pour qu'ils sortent, pour qu'ils voient du monde. Mais c'est sûr que leurs conditions, le fait qu'ils soient en chaise roulante et tout, fait que c'est difficile de se promener partout. Puis ils sont en photo aussi, à la fin du livre aussi. Vous expliquez toute la démarche, j'imagine, dans votre livre. Oui, c'est ça. C'est qu'à la fin du livre, j'explique vraiment la démarche. Et votre prochain livre, ça sera un livre pour enfants, donc bientôt, là? Ben là, il n'est pas encore prêt à être mis sur papier, mais il est sur papier chez moi. OK. Mais alors, ça va être très différent, par contre. C'est très, très différent. Ça va s'adresser aux enfants aussi, mais ça va être plus humoristique, en fait. Puis un petit peu pour les plus grands, un petit peu plus absurde. Madame Beau, je vous remercie beaucoup. Ça a été bien agréable. Et bonne chance pour la vente et le futur de vos projets d'écriture. Ben, merci beaucoup de m'avoir reçu, puis d'en parler. C'est le matin. Grimpée sur son arbre préféré, Petite Chenille observe le jardin. Elle voit les fleurs qui poussent, les pétales qui se colorent. Elle voit les oiseaux se parler dans le ciel. Elle voudrait voler elle aussi, comme les oiseaux. À l'école, on lui a dit qu'un jour, elle allait grandir et devenir un papillon. Et Petite Chenille a très hâte d'avoir enfin ses ailes pour découvrir le monde d'en haut. C'est demain. Enfin, Petite Chenille attend, mais rien. L'artiste Jacques Sylvain de Cap-Santé vend plus de 150 toiles à l'Encan la semaine prochaine. C'est qu'il a vendu son atelier du Vieux Chemin de Cap-Santé pour retourner à Québec et qu'il en profite pour alléger son entrepôt. C'est la fin de semaine prochaine, les 11, 12 et 13 avril, à la salle Albert Fortier de Cap-Santé. Je vous disais en début d'émission qu'il ne serait pas question de politique fédérale. Eh bien, c'était pas tout à fait vrai, parce que le député sortant Joël Godin a lancé cette semaine sa campagne. Je vous signale en passant que les 5 candidats pour Portneuf-Jacques-Cartier ont officiellement été confirmés par Élections Canada. Vous savez, faire de la politique, il y a des bénévoles, il y a des employés, Michel et Dominique sont ici ce soir, mais il y a aussi ma famille. Et ceux qui sont habitués, c'est toujours le moment le plus difficile. On commence à te connaître. On commence à te connaître. J'aimerais souligner la présence de ma fille Anne-Frédérique, qui, depuis l'âge de 13 ans, me partage avec les citoyens de Portneuf-Jacques-Cartier. Merci Anne-Frédérique d'être là. Et son grand frère, Charles-Antoine, qui malheureusement est retenu à l'extérieur, il a pris résidence dans une autre province canadienne, mais il est avec moi en pensée. Alors, mes 2 enfants, Anne-Frédérique avait 13 ans en 2015 et Charles-Antoine, 15 ans. Je peux vous dire qu'ils ont payé le prix d'une absence d'un père, mais j'ai essayé au maximum d'être présent. Bravo! Et je pense qu'on va pas mal tourner. J'espère. Et évidemment, je ne peux l'oublier. Ma conjointe Isabelle, qui est là depuis le début et qui est ma meilleure bénévole. Désolé pour les autres.
Nous reviendrons bien sûr sur la campagne du Parti conservateur du Canada, comme sur celle des autres partis, dans les prochaines semaines. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que ça vous a plu et à la semaine prochaine.